Il y avait quelque chose d'étrange dans ce silence. Pas le silence paisible du matin, non. Celui qui s'installe quand tu comprends que ce que tu attendais depuis des années ne viendra pas. Je me suis réveillée ce samedi-là avec cette sensation dans la poitrine. Et même avant d'attraper mon téléphone, je crois que je savais déjà. C'était le jour de mon mariage. Depuis que j'étais petite, j'avais imaginé cette journée des centaines de fois. Ma mère qui ajuste mon voile en retenant ses larmes, mon père qui me tend le bras dans l'allée, la gorge serrée, les yeux brillants. Ma sœur qui craque dès qu'elle me voit en robe. Ces images, je les avais portées si longtemps qu'elles étaient devenues presque réelles. Presque. Mon téléphone a vibré une 3e fois. Je l'ai pris avec une main qui tremblait légèrement. C'était une photo. Un selfie à l'aéroport. Ma mère, ma sœur, mes cousins, tous souriants, passeport en main. Toute la famille, réunie, rayonnante. Sans moi. Ma mère avait écrit, avec cette légèreté qu'elle affectionne quand elle veut faire mal sans en avoir l'air, « Nous sommes à Lyon, ma chérie. Ta sœur avait besoin de se détendre avant le début de son master. Bonne chance pour le mariage. » Bonne chance pour le mariage, comme si c'était un examen. Et puis j'ai vu l'autre message, celui d'un groupe où je n'avais jamais été invitée. Ma sœur, à quelqu'un que je ne connaissais pas, elle ne tiendra même pas 1 an mariée. Ce parasite s'imagine que le marié l'aime vraiment. J'ai posé le téléphone sur le lit, lentement. Ce n'était pas seulement leur absence qui m'a vidée à cet instant. C'était la confirmation de quelque chose que j'avais toujours su sans jamais vouloir le nommer. J'avais toujours été l'erreur, la présence gênante, celle qu'on ne met pas en avant sur les belles photos de famille, celle qu'on oublie d'inviter, ou plutôt qu'on choisit délibérément d'exclure. Si vous ressentez quelque chose en m'écoutant, restez. La suite est encore plus difficile à croire. Ma robe était suspendue près du lit. Blanche, simple, exactement comme je l'avais voulu. Je l'avais choisie seule, payée seule, sans l'aide de personne. Et ce matin-là, elle me regardait comme un reproche muet. Je me suis assise au bord du matelas. Mon maquillage n'était pas encore fait, mais les larmes, elles, étaient déjà là. Je pensais à cette maison où j'avais grandi, aux disputes permanentes, à l'amour distribué au compte-gouttes, aux félicitations rationnées comme si elles coûtaient quelque chose. Je pensais aux nuits où les voix filtraient à travers la cloison, ma mère qui disait que ma sœur était bien plus prometteuse, bien plus facile, bien plus tout. Je pensais aux anniversaires oubliés, aux résultats scolaires regardés sans un mot, aux phrases prononcées légèrement qui m'avaient marqué bien plus profondément qu'aucune absence. Et là, avec le téléphone dans la main et la robe blanche devant moi, quelque chose a changé en moi. Pas doucement, brusquement. Une Camille différente a commencé à prendre une décision. S'ils ne venaient pas par amour, alors ça n'avait aucune importance. Je n'avais pas besoin de leur présence pour que ce moment existe vraiment. Parce que cet hôtel, il n'était pas pour eux, il était pour moi. Je me suis levée. J'ai marché lentement vers le miroir. Mes yeux étaient rouges, mais quelque chose dedans était solide. Et j'ai compris, peut-être pour la première fois vraiment compris, que cette douleur portée depuis l'enfance était aussi une force. Une racine profonde, ancrée dans tout ce que j'avais traversé seule. Et j'ai pris ma première grande décision de la journée. Un jour, je sourirai, je me marierai, et je ferai ce qu'ils n'avaient jamais su faire. J'oublierai. J'ai posé le téléphone, j'ai respiré lentement, et je n'ai pas pleuré, pas cette fois. Quelque chose s'était brisé en moi, oui, mais en même temps, autre chose venait de naître. J'en avais assez de mendier des miettes à ceux qui ne savaient offrir que du poison. La coiffeuse est arrivée pile à l'heure, énergique, ses brosses dans un grand sac coloré. Elle a regardé autour d'elle avec un sourire bienveillant et a demandé, en commençant à séparer mes mèches, où étaient les demoiselles d'honneur. « Ta mère va t'aider pour la coiffure, non ?» elle a ajouté, distraite par son propre enthousiasme. J'ai esquissé un petit sourire, la gorge légèrement serrée. « Aujourd'hui, c'est juste moi », j'ai répondu. « Mais c'est bien comme ça. » Elle m'a regardée dans le miroir. Ce regard-là, celui qui dit tout sans rien dire. Elle a peut-être senti quelque chose entre le fond de teint et le silence. Mais elle a eu la délicatesse de ne pas insister. Pendant qu'elle travaillait mes cheveux, j'ai ouvert mon téléphone et fait défiler la galerie photo.
Je cherchais une image précise. Quand je l'ai trouvée, mon cœur a frappé fort contre ma poitrine, une seule fois, comme un signal. C'était la photo que personne dans ma famille n'avait vue venir. Je l'ai envoyée dans le groupe familial, le seul où j'étais encore. Celui où ils avaient ri de mon absence, où ils s'étaient ligués en croyant que ça ne me touchait plus. La photo me montrait à côté d'un homme aux cheveux gris, au regard doux, au sourire qui part des yeux avant d'atteindre les lèvres. Je l'étreignais comme on étreint quelqu'un qui vous a porté sans jamais rien demander en retour. La légende était courte, mais chaque mot était choisi. C'est lui qui me conduira à l'hôtel. Merci d'être là, monsieur Henri Moreau. Vous avez toujours été plus famille qu'eux. Henri Moreau, c'était le père de ma meilleure amie d'enfance. Quand les miens riaient de moi, lui écoutait. Quand je pleurais en silence, il me disait que j'étais forte, que je méritais mieux. Il ne m'a jamais ignorée, jamais diminuée. Pas mon père de sang, mais le père que j'aurais voulu avoir. Les notifications ont commencé presque aussitôt. Ma mère, ignorée. Mon père, celui qui ne me parlait jamais et qui soudain se souvenait que j'existais, ignoré aussi. Ma sœur a tenté un appel vidéo, comme si un clic pouvait effacer ce qu'elle venait de lire. J'ai tout coupé et j'ai souri. Pas par méchanceté, par soulagement. Parce que pour la première fois, c'était eux qui étaient dehors. La voiture est arrivée. En montant, j'ai levé les yeux vers le ciel. Pas de larmes, pas de regrets. Juste cette certitude tranquille, même si un côté de l'église allait rester presque vide, l'amour qui m'attendait là-bas était réel. Plus réel que tout ce qu'un lien de sang avait jamais pu m'offrir. Le regard d'Henri Moreau m'attendait sur le parvis. Il avait les yeux brillants, ce sourire qu'on ne peut pas faire semblant d'avoir. Il a tendu son bras sans un mot, juste cette question murmurée. « Tu me permets ?» Et quelque chose en moi a répondu avant même que j'ouvre la bouche. C'est mon moment. La famille, c'est ceux qui restent. Et ceux qui restaient, ils étaient là. La musique a commencé. J'ai avancé. En remontant l'allée, j'ai jeté un coup d'œil discret vers le photographe. Un tout petit signe de tête. Il a compris, il a cadré autrement, une nouvelle image, celle que je voulais garder. Pas celle qu'on m'avait imposée, la mienne. J'avançais sans les absents, sans les faux-semblants, sans ceux qui avaient promis mais jamais tenu. Et pourtant j'avançais entière. Ce que ma mère et ma sœur se racontaient peut-être encore à Lyon en ce moment même, elles allaient le ravaler dans les heures qui suivaient. Parce que ce qu'elles avaient raté était bien plus grand qu'un simple voyage. La cérémonie s'est déroulée comme un songe posé, calme, sans excès. Les fleurs que j'avais choisies une par une semblaient plus vivantes sous la lumière du soir. Le violon traversait la nef avec douceur. Et le regard d'Henri à l'autel portait tout ce que je n'avais jamais trouvé chez moi, le respect. Cette tendresse qui apaise sans condition. Mais même dans toute cette beauté, il y avait un bruit invisible qui rôdait. Les chaises vides. Les places réservées à ma famille, chacune avec un prénom écrit dessus. Chaque prénom comme une plaie ouverte en pleine lumière. L'espace qu'ils avaient laissé n'était pas seulement physique, c'était l'absence, transformée en quelque chose de lourd, de concret, de presque visible. J'ai senti une pression dans la poitrine au moment où le regard d'une des demoiselles d'honneur a croisé le mien. On se connaissait depuis l'enfance. Elle avait vu, elle savait, chaque humiliation silencieuse que cette maison m'avait infligée. Ses yeux disaient « je sais ». Et en même temps, elle me tenait, sans un mot. Mais mon esprit, lui, refusait de rester là. Il tirait vers l'arrière, vers mes 9 ans. Quand j'avais 9 ans, une voisine m'avait offert une poupée de chiffon, faite à la main. Ma mère l'avait regardée et avait dit, fort, pour que tout le monde entende, que ça ressemblait à un truc de vide-grenier. Tout le monde avait ri, moi aussi. Mais c'était pour ne pas pleurer. Je me souvenais aussi de l'année où ma sœur avait obtenu sa sélection pour un programme scolaire à l'étranger. Dîner, photos, coupe de champagne levée. L'année suivante, quand j'avais gagné un concours de rédaction, ma mère avait juste dit « Ah, sympa, mais ça paye pas les factures ». Et quand je lui avais annoncé mes fiançailles, il y avait eu un silence. Puis ma sœur, avec ce soupir qu'elle avait lâché. Qui va avoir assez pitié d'elle pour dire oui ? Je souriais, mais quelque chose à l'intérieur se contractait fort.
Et puis mon regard a trouvé Marc, là, devant l'autel. Il me regardait comme si j'étais le centre de tout. Pas d'une façon théâtrale, non. Juste une présence absolue, calme, dirigée vers moi. C'est ça qui m'a rattrapée, qui m'a empêchée de couler. Il a serré ma main en me tenant contre lui et a murmuré « Tu n'es pas venu seul, tu n'es jamais venu ici seul ». Ces mots-là m'ont enveloppée. Et quand j'ai fait le premier pas avec lui vers l'autel, j'avais l'impression de marcher aussi vers autre chose, loin de tout ce qui m'avait abîmée. Quand nous sommes arrivés, Henri Moreau m'a remise à Marc selon la tradition. Mais il l'a fait avec une douceur qu'aucun protocole n'aurait pu lui imposer. Il a chuchoté que le monde m'avait déçu, mais que moi, je n'avais jamais déçu le monde, et qu'il ne fallait jamais oublier ça. Ces mots se sont gravés quelque part de permanent. La cérémonie a continué, les vœux ont été prononcés, et je me suis autorisée à ressentir de la fierté, du courage, une paix que je pensais depuis longtemps ne pas mériter. Les applaudissements qui ont suivi ressemblaient à une libération. Mais c'est en sortant de l'église que quelque chose d'inattendu s'est produit. Le téléphone d'une des invitées a vibré, trop fort. Elle a essayé de faire comme si de rien n'était, mais j'avais vu l'écran une fraction de seconde, et ce que j'y avais lu m'a figé. J'ai vu ses yeux s'écarquiller, puis se poser sur moi, avec quelque chose entre la gêne et la stupeur. Elle a murmuré quelque chose à la marraine à côté d'elle. En quelques secondes, les portables ont commencé à s'allumer dans plusieurs mains. Des chuchotements, trop forts pour être discrets. Elle a fini par tourner l'écran vers moi, comme si elle ne pouvait pas faire autrement. C'était une nouvelle photo sur le profil de ma sœur. Une célébration de l'amour à Lyon, avec ceux qui comptent vraiment, la famille. Ces mots exacts, ces mots sur moi, ou plutôt contre moi, affichés devant tout le monde le jour de mon mariage. Il riait, il trinquait, il construisait un spectacle pour dire au monde que j'étais inexistante. Pas seulement ce jour-là, depuis toujours. Et pourtant, au lieu de m'effondrer, j'ai senti quelque chose remonter depuis très bas. J'ai inspiré lentement, j'ai relevé le menton. Parce que là, entourée de témoins, j'ai compris que cette victoire ne leur appartenait pas. Elle ne leur avait jamais appartenu. La réception avait été préparée avec soin. Chaque détail pensé, choisi, voulu. Des guirlandes lumineuses tremblaient dans le jardin comme des étoiles posées trop bas. Les tables étaient ornées de lavandes et de touches dorées, un décor de rêve. Mais les fantômes étaient encore là, quelque part dans l'air. Je me suis assise un moment près d'un arbre où le vent soufflait plus fort. Une brise froide a glissé dans mon cou et ramené cette vieille sensation que je connaissais trop bien. Être seule, même quand on est entouré. Mais mes amies ne m'ont pas laissé longtemps avec ça. Elles se sont rapprochées sans que j'aie besoin de demander. Et Chloé Petit s'est accroupie près de moi, doucement, et elle a dit quelque chose comme « Tu crois que ceux qui ne sont pas là ont perdu quelque chose ? Moi je vois autre chose. Je vois quelqu'un qui s'est libéré. » Ces mots m'ont traversée, parce que c'était la première fois que quelqu'un nommait ce que je n'arrivais pas encore à admettre pour moi-même. Et d'une certaine façon, ça m'a libérée un peu plus. Je me suis levée différemment. J'ai marché vers le centre de la fête où tout le monde attendait déjà le toast des mariés. Mon mari a pris le verre le premier. Il a parlé doucement, remerciant les invités, célébrant l'amour, puis il m'a tendu la parole. J'ai pris mon verre. Le cristal tintait entre mes doigts, ferme, contrairement à mon cœur qui tremblait encore. J'ai respiré un grand coup et j'ai regardé autour de moi. Petite, je rêvais d'une grande famille. Je voulais des gens qui me regardent avec fierté, qui applaudissent mes victoires, qui restent quand je tombe. Mais la vie m'a appris que toutes les absences ne font pas mal, et que la présence n'est pas toujours synonyme d'amour. Les yeux autour de moi brillaient, et j'ai continué quand même. J'ai dit qu'aujourd'hui certaines chaises étaient vides, mais que ce n'était pas un signe d'échec, c'était un signe de libération. Ces chaises avaient été occupées par des gens qui riaient de mes chutes, qui rapetissaient mes rêves, qui m'appelaient parasite. Aujourd'hui ils étaient loin, et moi j'étais en paix, parce qu'autour de moi, il n'y avait que l'amour qui le méritait vraiment. J'ai levé le verre. J'ai dit que ce toast était pour eux, ceux qui avaient choisi de me voir, ceux qui n'avaient pas eu besoin d'un lien de sang pour m'aimer, et pour l'homme qui m'avait accepté tel que j'étais, même avec les morceaux casses, ma vraie maison. Les applaudissements qui ont suivi n'étaient pas que de la fête, c'était une étreinte collective, une reconnaissance, presque une prière. Plus tard,
On dansait sous les lumières du jardin quand une des demoiselles d'honneur m'a attrapé le bras. Elle m'a demandé si j'avais vu ce que ma sœur venait de poster. Mon estomac s'est serré, mais j'ai pris le téléphone quand même. C'était une vidéo. Ma sœur riait avec ma mère sur un balcon, un verre à la main. Et en fond, une voix d'homme disait qu'elle s'était mariée. Quelle surprise. Ma mère avait répondu en riant qu'elle allait revenir en pleurant. L'homme avait ajouté qu'on connaissait le type. J'ai fermé le téléphone. Cette fois, ça n'a pas fait mal. Cette fois, j'ai juste respiré et j'ai gardé le téléphone parce que là, j'avais compris quelque chose. Leur cruauté était devenue prévisible. Et moi, j'étais enfin immunisée. Alors j'ai décidé d'envoyer un dernier message. Pas de douleur, juste une clôture. J'ai ouvert l'application, j'ai tapé calmement et j'ai envoyé au groupe. Pas besoin de vous inquiéter aujourd'hui. Je suis rentrée en pleurant. Je suis rentrée entière. Et je ne reviendrai pas. J'ai coupé les notifications du groupe, j'ai bloqué les 3. J'ai posé le téléphone et je suis retournée sur la piste. Mes pieds me faisaient mal, mais ma poitrine était légère. Pour la première fois depuis longtemps, c'était moi qui tenais le fil de ma propre histoire. Plus la figurante dans le théâtre de mépris des autres. Et s'il restait encore un vide quelque part, il se remplissait, pas par Marc, pas par eux, par moi. 2 jours après le mariage, le soleil avait encore l'air de me sourire. J'étais chez nous, entourée de fleurs envoyées par des gens qui tenaient vraiment à moi, j'ouvrais les dernières enveloppes de félicitations. C'est étrange de réaliser que des petits gestes, une carte écrite à la main, un regard affectueux, peuvent peser plus lourd que des années entières de quelque chose qu'on appelait famille. Justement. J'étais dans cet état de calme fragile quand j'ai entendu le bruit du portail. Mon mari a ouvert la fenêtre et a froncé les sourcils. Il a dit que c'était une livraison. Mon estomac s'est contracté d'un coup, sans raison apparente. Ou plutôt si, une raison que je n'arrivais pas encore à nommer. Je suis descendue lentement. Sur la boîte aux lettres, il y avait une épaisse enveloppe beige avec mon prénom écrit dans cette calligraphie tarabiscotée que ma sœur s'était inventée. Je l'ai reconnue avant même de la toucher. J'ai ouvert avec les doigts qui tremblaient un peu. À l'intérieur, un carton doré. Ils organisaient un dîner pour célébrer, ils m'attendaient, et j'étais priée d'amener mon mari. Avec le carton, une photo. Ma mère, mon père, ma sœur et quelques proches devant la place Bellecour, avec en légende « Célébration de l'amour ». La colère est montée froide, pas chaude, froide. Ce genre de colère qui ne crie pas, qui observe. Cette invitation n'était pas une invitation, c'était un test. Avec une belle enveloppe et une calligraphie soignée, il voulait voir si je plierais encore, comme toujours. Si j'allais débarquer souriante en faisant semblant que rien ne s'était passé. Je suis restée assise sur le canapé, l'enveloppe entre les mains, à la fixer quelques minutes sans bouger. Et là, j'ai pris une décision. Pas crier, pas ignorer non plus, répondre, à ma façon, sans drame, sans larmes, juste avec la vérité. Je suis sortie dans le jardin. Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai allumé un petit feu dans un coin, entre les pierres, et j'ai tenu l'invitation au-dessus des flammes. Le papier épais, celui qui coûte cher, celui qu'on choisit exprès pour impressionner, il a pris feu presque trop facilement. Avant de le lâcher, j'ai pris une photo. Le bord doré qui noircissait, la flamme qui montait, et après, plus rien. Que des cendres. J'ai envoyé cette photo au numéro de ma mère. Sans un mot. Pas de légende, pas d'explication. Juste l'image. Les messages ont commencé à tomber en quelques secondes. Tu es devenue folle. Tu n'arrêteras donc jamais d'être ingrate. J'ai bloqué les 2 numéros sans hésiter une seconde. Et quelque chose d'étrange s'est passé à ce moment-là. Aucune peur, pas de culpabilité, pas de nostalgie, rien de tout ça. Parce que la nostalgie, ça demande qu'il y ait eu quelque chose de réel. Et ce qu'ils appelaient de l'amour n'avait jamais été de l'amour. C'était une illusion que je portais depuis trop longtemps. Ce soir-là, elle a brûlé avec l'invitation. On a dîné simplement, mon mari et moi. Il m'a regardé un moment, un peu en biais, puis il a souri et dit que j'avais l'air différente. Plus solide, il a dit. J'ai secoué la tête et répondu que non, pas plus solide. Entière, pour la première fois. On est retourné sur le balcon après manger. Il faisait froid dehors, mais je ne le sentais presque pas. Et là, le téléphone a vibré encore une fois. Numéro inconnu.
J'ai répondu par réflexe. C'était mon père. Sa voix était basse, presque hésitante. Il parlait de l'absence de réponse, du dîner. J'ai attendu qu'il finisse, puis j'ai dit calmement que j'avais répondu à ma façon, que j'avais toujours répondu, mais qu'il n'avait jamais su écouter ce qui ne crie pas. Il a essayé d'insister. J'avais déjà raccroché intérieurement avant même de poser le téléphone. Le silence qui a suivi n'était pas vide. Il était léger. Il pouvait continuer à trinquer, à rire, à jouer à la famille heureuse. Mais moi, j'avais quelque chose qu'aucune invitation dorée ne peut acheter. La semaine qui a suivi était calme. Ma sœur n'a pas répondu. J'ai su plus tard qu'elle était sortie avant la fin. Elle n'avait pas pu rester. Pour la première fois depuis des années, ma vie respirait à son propre rythme, sans courir après une approbation, sans avoir à prouver que j'existais, sans attendre que quelqu'un daigne me voir. Et dans cette respiration-là, j'ai commencé à me regarder autrement. Non plus comme un problème à résoudre pour les autres, mais comme quelqu'un de réel. L'entreprise que j'avais construite avec Marc, nuit après nuit, contrat après contrat, s'épanouissait. De nouveaux clients, de nouvelles opportunités. Notre appartement, petit mais plein de quelque chose que je ne savais pas nommer avant, était devenu un espace vivant. Marc me regardait parfois d'une façon qui me gênait presque. Pas de la pitié, pas de la fierté condescendante, quelque chose de plus simple et de plus solide. Il me voyait entière. Les messages de ma famille s'étaient espacés. Pas parce qu'ils avaient accepté mes choix, plutôt parce que le silence de ma part ne laissait plus de prise. On ne peut pas déstabiliser quelqu'un qui a cessé d'attendre votre validation. Puis, une invitation est arrivée. Une cérémonie de récompense municipale, un événement sobre qui honorait des femmes entrepreneurs ayant eu un impact dans leur quartier. J'ai failli refuser. Je n'avais pas besoin d'une scène, ni d'un trophée. Mais une amie m'a dit, avec cette façon directe qu'elle a, que le fait d'être là où j'en étais était déjà une récompense en soi. J'y suis allée. Robe simple, chaussures plates, cheveux détachés. Un calme sur le visage que je ne simulais pas. En entrant dans la salle, j'ai vu des visages familiers. Et l'un d'eux m'a arrêtée net. Ma sœur était là. Elle m'a regardée avec cette expression de quelqu'un qui ne sait pas s'il doit rester ou fuir. Elle a disparu avant que je puisse réagir. J'ai appris ensuite qu'elle avait tenté d'inscrire son propre nom parmi les candidates. Elle avait été disqualifiée pour avoir présenté des données gonflées sur un projet qui n'avait jamais existé que sur papier. Je me suis assise devant, sans chercher à la retrouver des yeux. Quand mon nom a été annoncé, les applaudissements ont résonné d'une façon que je n'avais pas anticipée. Sur scène, micro en main, j'ai regardé la salle quelques secondes avant de parler. J'ai grandi en entendant que je ne serais jamais rien, que ma place était en dehors de tout chemin qui compte, que ce que je faisais était trop petit, trop naïf, trop fragile pour mériter d'être prise au sérieux. Longtemps j'y ai cru. J'ai cru que le problème venait de moi, que si j'essayais davantage, si j'étais plus douce, plus effacée, plus obéissante, peut-être qu'elle finirait par m'aimer en retour. J'ai marqué une pause, sentant le silence attentif de la salle se poser sur moi comme quelque chose de presque physique. Mais aujourd'hui je sais, le problème n'était pas moi, c'était ma force. C'était que ma lumière dérangeait ceux qui n'avaient appris à exister que dans l'ombre des applaudissements des autres. J'ai serré la gorge, je n'ai pas pleuré. Alors je dédie cette reconnaissance à toutes les femmes qui ont un jour eu l'impression d'être un poids. Vous ne l'êtes pas. Vous êtes racines, vous êtes graines. Et si certains ne savent pas voir ça, c'est eux qui perdent. En descendant de scène, mes pas étaient fermes, presque au ralenti. En passant près de ma sœur, je l'ai vue détourner le visage. Et dans ce geste si petit, j'ai compris qu'elle savait. Elle savait ce qu'elle avait perdu. Le dernier levier pour me garder proche, pour continuer d'écrire mon histoire à ma place. Ce levier n'existait plus. À la sortie, une femme m'a tendu un mot plié. C'était de monsieur Henri Moreau. « Je suis très fière de toi. Tu as éclos. Je t'accompagne toujours de loin, avec l'affection d'un père. » J'ai tenu ce bout de papier comme s'il avait un poids réel entre mes doigts. Ce soir-là, en rentrant, mon mari m'attendait avec 2 verres de jus de raisin et une bougie allumée sur la table. Il a dit qu'on devrait trinquer, juste nous deux, à la nouveauté. Je me suis assise, j'ai souri.
J'ai levé mon verre en silence et quelque chose en moi s'est déposé doucement, comme une tension que je portais depuis des années qui choisissait enfin de partir. La plus grande victoire, ce n'est pas de gagner contre quelqu'un, c'est de ne plus avoir besoin de le faire. Si cette histoire t'a touché, quelque chose en toi, dis-le-moi en commentaire. Et si tu connais une femme qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, partage-la lui.